Quand on a une société comme Mama Shelter qui voit que dans la société cible, il n'y a aucun contrôle sur la finance de la société, il n'y avait absolument aucun département finance, aucun contrôle sur les process. Il y avait une comptabilité qui était externalisée, une gestion des papiers qui se faisait à l'ancienne. Mama voulait absolument avoir un droit de regard sur les chiffres. Il y avait tout le volet humain. C'est ce que tout DAF redoute un petit peu, je pense. Donc arriver à mettre en place également des process HR, ça c'est quelque chose d'assez challengeant. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, l'intégralité des salariés m'a vu comme une personne envoyée par Mama, pas l'ennemi à abattre si tu veux, mais la personne qui pouvait potentiellement rapporter tout ce qui se faisait de bon ou de mauvais au sein du groupe. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super concrets et de stratégies actionnables pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un podcast que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel on partagera tous ces sujets de gestion financière avec mes invités sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je suis François Mingeot, cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de gestion et pilotage de trésorerie pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance, donc toujours baigné dans ce milieu entre finance et entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de lancer ce podcast, Le Nerf de la Guerre, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des CEO et des CFO sur tous leurs enjeux de finance. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous demande juste un tout petit service. Ça nous aide beaucoup, un petit like, un commentaire, un partage. Déjà, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément à faire connaître le podcast qui est encore tout jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Sébastien Doha, DAF externalisé et cofondateur du cabinet ITER Advisor. Enchanté François. Hello Sébastien, merci beaucoup de me recevoir puisque exceptionnellement c'est plutôt toi qui me reçois aujourd'hui dans vos bureaux et dans votre studio. Pour commencer, je vais tout simplement te demander de te présenter un petit peu ton parcours et puis ce que vous faites aujourd'hui chez ITER Advisor. Écoute, comme tu l'as dit, Sébastien Dohat, fondateur d'ITER Advisors. On est une société de CFO part-time spécialisée pour les entreprises tech. On a été créé il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On a fondé cette entreprise avec Benjamin Ziza, qui est directeur financier comme moi et expert comptable de formation, et Guillaume Rostand, qui est aussi le président de la French Tech ici à Barcelone. On a créé la société pour une bonne raison, c'est qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une décorrélation entre la fonction finance dans les startups et dans les PME et les profils exécutifs qu'il y avait en face sur le marché. En gros, un directeur financier expérimenté coûte évidemment beaucoup trop cher pour pouvoir être intégré sur un projet startup, surtout pour les early stage. Et pourtant, ces entreprises ont réellement besoin d'avoir accès à ce genre de compétences. Pour revenir un petit peu sur mon parcours professionnel, outre le parcours assez traditionnel de finance, master en finance en France et en Espagne, j'ai été l'assistant DAF d'un groupe hôtelier qui est assez connu, Mama Shelter. Et j'étais notamment en charge de l'idée toute la partie acquisition de sociétés pour le compte du groupe. Donc une partie très transaction services oriented, qui faisait aussi écho à l'expérience professionnelle que j'avais eue avant chez Nexia. J'avais pendant 6 ans, je m'occupais notamment d'un portefeuille d'investissement de sociétés européennes qui venaient investir sur le territoire français. Et ma mission chez Mama Shelter était d'aller repérer des entreprises cibles d'investissement qui pouvaient être acquises et qui pouvaient être intégrées au business model de Mama Shelter à l'époque, et donc qui était de proposer une sorte de gamme complémentaire au concept hôtelier de Mama Shelter. Et notamment, je pense à une entreprise qui a peut-être été le fleuron de l'acquisition de Mama, qui s'appelait Terre de Café, et qui était un groupe forcément dans le café de spécialité, qui faisait à l'époque peut-être entre 1 et 2 millions de chiffre d'affaires, mais néanmoins qui était implanté dans des endroits stratégiques, les endroits où était situé Mama Shelter en France. Et le but, c'était d'intégrer Terre de Café dans le scope de Mama Shelter pour ensuite être exporté à l'international et faire bénéficier d'un effet de synergie dans lequel forcément tous les hôtels du groupe Mama Shelter proposeraient entre autres les produits de café et les machines également au sein du groupe.
mais pas que, puisqu'il y avait évidemment une cible B2B. Le but était également, de pouvoir aller targeter plus facilement des sociétés en installant des machines à café pour sortir un petit peu du concept traditionnel Nespresso, la machine posée sur un comptoir pour les employés ou la machine à café traditionnelle dans laquelle tu mettais un jeton et tu avais un café qui n'était pas forcément qualité. Voilà. Et suite à ça, outre prise de position après chez Terre de Café comme le premier DAF, une fonction assez classique, construire tout le département finance de la société. La partie administrative, évidemment, représentant un pourcentage plus élevé que la fonction finance, malheureusement. Mais c'est assez classique dans ce genre d'entreprise où il y a beaucoup de paperasse à effectuer et peu de budget, donc avec une équipe réduite, équipe de 3 personnes, une comptabilité internalisée. Et une fois que tous les outils étaient en place, clairement, il n'y avait plus, il y avait plus grand-chose à faire. C'est que le reporting investisseur et le reporting avec le board une fois par mois, les relations avec les banques et tous les tiers qui étaient également bien synchronisés sur tout le mois. Mais ça laissait quand même pas mal de temps pour penser. Et c'est déjà à cette époque-là où je m'étais dit que le temps des directeurs financiers pouvait être largement optimisé si jamais il était bien géré et si jamais le socle de compétences et de process était clairement mis en place au sein des entreprises. Ok. Voilà. Ok, j'ai plein de questions, plein de points sur lesquels j'ai envie de revenir. Premièrement, et on va zoomer sur chacun d'eux, ton expérience chez Mama Shelter, notamment tout ce sujet acquisition, c'est un gros sujet en finance de faire des acquisitions, donc j'ai envie qu'on puisse creuser tout ça. Et puis, deuxième gros sujet que j'ai envie d'ouvrir, c'est Terre de Café, tu arrives, tu mets en place, tu crées from scratch pas seulement une fonction finance, en fait, ce que tu as appelé la DAF, donc la direction administrative et financière. Pareil, j'ai envie qu'on reprenne étape par étape, c'est quoi les gros enjeux quand une fonction DAF n'existe pas et qu'on doit la créer de toutes pièces. Bien sûr. Donc pour partir sur Mama Shelter dans un premier temps, donc tu rejoins l'équipe en grande partie pour travailler sur ce sujet des acquisitions. Effectivement. D'un point de vue stratégie business, c'est quoi l'idée que Mama Shelter a derrière la tête avec ces acquisitions concrètement c'est quoi la ligne directrice? Parce que acheter des sociétés, c'est bien beau, mais pourquoi vous vouliez le faire en l'occurrence? Écoute, Mama Shelter était un petit peu à l'image de la famille qu'il a créée, donc la famille Trigano. Notamment, c'était un des petits-fils, Jérémy Trigano, qui avait créé Mama Shelter, le concept, grâce à l'aura et l'influence du père et même du grand-père Serge Trigano. L'idée derrière ça, outre la diversification du portefeuille, c'était déjà à l'époque de faire bénéficier de synergies sur la partie business, les entreprises qui allaient être rachetées et intégrées au groupe Mama. Ouais. Tu vas me dire, un groupe hôtelier qui rachète une entreprise de café, par exemple, le parallèle est assez vite fait. Néanmoins, il reste quand même assez réduit. Sinon, tu vas te fournir auprès d'un grossiste de café ou un détaillant en négociant bien tes marges et tu arrives à t'y retrouver niveau coût. Là, c'était peut-être un peu plus pour arriver à dire j'exporte une gamme de services premium, luxe, qui permet de couvrir l'intégralité du service hôtelier. Donc, je reçois une personne qui vient bénéficier d'une gamme premium au niveau de Mama Shelter, d'un concept, puisque Mama Shelter, c'est pas un hôtel 5 étoiles, ça reste quand même un concept intéressant dans lequel on propose aux clients une expérience un petit peu immersive au sein d'un même bâtiment. Et en ce sens, toutes les composantes de cette expérience pouvaient être optimisées. Et ça passait par forcément l'alimentation, un restaurant avec un concept, du divertissement, et ça passait également par des expériences culinaires assez atypiques. Donc Mama, en ce sens, procédait à plusieurs acquisitions, outre cette partie-là café qui est assez segmentée. Mais il y a également eu une acquisition d'un système de photobooth qui permettait à tout le monde de se prendre en photo et de se mettre en situation dans les chambres. Et ça, je pense que ça a contribué au buzz de Mama Shelter. Voilà. Donc, idéalement,
l'idée autour du concept Mama et des acquisitions était vraiment de faire bénéficier de synergie le groupe principal. En parallèle, il y avait forcément les thèses d'investissement dites un peu opportunistes. Ils avaient entendu parler de sociétés un petit peu jeunes, qui n'avaient pas forcément vocation à avoir une portée internationale, et sur lesquelles Mama Shelter s'est positionné assez rapidement en prenant des participations dans sa société pour les développer et classiquement réaliser un exit par la suite. Okay. C'était intrinsèquement l'idée qu'il y avait eu autour de Terre de Café, outre la synergie dont je te parle. L'idée, c'était clairement de procéder à un exit pour être revendu à un plus gros groupe, par exemple de café de spécialité, sous un horizon économique 5-7 ans. Quoi. Ok, donc finalement, t'es un peu entre deux mondes dans le sens où tu te dis Mama Shelter, c'est un corporate, donc c'est plutôt une acquisition par un corporate, mais la logique que tu décris d'acheter avec l'optique de revendre, c'est presque plus l'optique d'un financier, plutôt fonds de private equity ou équivalent. Exactement. Okay. On agissait sur la stratégie d'acquisition pour faire en sorte d'avoir un portefeuille qui puisse être suffisamment maîtrisé en termes de risque pour pouvoir bénéficier d'un effet de synergie business pendant une période déterminée et pouvoir s'en séparer si jamais il y avait une opportunité, forcément par un acquéreur, ou si jamais l'entreprise venait à ne pas fonctionner comme ça a été le cas d'ailleurs avec Terre de Café, qui a eu une baisse d'activité relativement significative, il me semble, à partir de 2020, mais qui reste néanmoins dans le groupe Mama Shelter. Ouais, ok. Voilà. Tu as évoqué plusieurs fois un terme intéressant et important qui est le terme de synergie. Je suis très, très intéressé qu'on creuse un peu cette notion. Déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça, comment est-ce que tu définirais la notion de synergie dans le cadre d'une acquisition d'une boîte par une autre? C'est le classique, je dirais, 1 + 1 = 3. Ouais. On a un concept on va prendre l'exemple de deux sociétés, deux revenus modèles, deux business models différents et des revenus modèles également différents. Le fait de pouvoir bénéficier d'une accélération de part et d'autre dans chacune des entreprises fait qu'on crée une synergie au niveau du business. Ce qui est assez intéressant ici, c'est surtout quand on vient d'un monde de la finance, c'est arriver à reculer, à prendre un petit peu de recul et se dire, OK, au niveau des chiffres, c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas sur un horizon économique de 1 à 3 ans. Peut-être qu'on va bénéficier ou plutôt on va subir un impact coût, un impact cash assez violent, mais voir un petit peu au-delà de ça et se dire que deux entreprises peuvent quand même matcher sur une période un petit peu plus longue. Analyser le business, non pas par la composante financière, si ce n'est par la composante beaucoup plus, on va dire, gut feeling, se dire est-ce qu'il y a vraiment un match entre deux business déterminés, même s'ils sont sur des secteurs complètement différents. Ça, je pense que les plus grands professionnels de l'acquisition vont te dire que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, sincèrement, à cette époque-là, je ne l'avais absolument pas. C'est quelque chose que je regardais de l'extérieur et je me disais que les personnes qui arrivaient à déceler une opportunité économique là-dessus avaient vraiment une vision beaucoup plus avancée qu'une simple personne de chiffres qui va analyser uniquement un P&L, un balance sheet, forcément qui va superposer ceux des deux sociétés, qui va faire une projection en avant et même sur des scénarios optimistes, qui voit que potentiellement ça va matcher, mais pas à hauteur de l'investissement qui va être réalisé, ou potentiellement il y a une valorisation bien supérieure qui va être dégagée. Ok, non, c'est super intéressant parce que c'est la notion de synergie en finance, c'est finalement ce qui permet de rationaliser autant que possible cette notion de gut feeling et de 1 + 1 = 3. Je me rappelle quand je travaillais en banque d'affaires chez HSBC, donc j'étais dans le département acquisition justement, donc on parlait beaucoup de cette notion de synergie. Parfois, on cherchait à la modéliser. Alors, c'est toujours compliqué de modéliser 1 + 1 = 3 parce qu'un modèle, c'est des maths et 1 + 1 = 3, c'est pas vraiment des maths. Mais concrètement, on distinguait assez classiquement, je pense, deux types de synergies, les synergies de revenus et les synergies de coûts. Synergie de revenus, c'est typiquement quand tu vas brancher, sommer les chiffres d'affaires des deux sociétés, mais qu'en fait,
En général, la société qui acquiert va aider la cible à développer beaucoup plus rapidement son revenu. Typiquement, dans le cas de Mama Shelter, j'imagine en mettant tout son réseau de distribution et d'implantation locale à disposition de la cible. Et les synergies de coûts, souvent un peu moins sexy, c'est plus on va mettre en commun certaines fonctions. Je sais pas, mettre en commun le marketing, les équipes IT, bref, tout ce type de fonctions. Et du coup, forcément, ça coûte moins cher et à la fin, ça fait plus d'EBITDA, plus de profitabilité. Exactement. Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la notion de synergie, c'est que puisque 1 + 1 = 3, en général, une acquisition corporate a tendance à mieux valoriser la cible. Un corporate va en général avoir tendance à payer plus cher une boîte qu'il achète par rapport à un fonds de private equity qui va être dans une pure logique financière où je maximise mes ratios, mais je n'attends pas spécialement de synergie. Tu confirmes ça ? T'as entièrement raison. T'as entièrement raison. C'est vrai que quand on a la capacité financière suffisante déjà pour pouvoir faire d'une cible une cible stratégique et pas uniquement une opportunité d'investissement, c'est vrai que les corporates auraient tort réellement de chipoter sur le goodwill ou sur la survalorisation qui va être apportée à la cible. Parce que la cible, elle va savoir que, là je prends l'exemple de Terre de Café notamment, elle savait qu'elle avait une capacité d'expansion relativement limitée à son cash flow et à sa CAF. Quand on a un Mama Shelter qui vient et qui lui dit écoute, voici la valorisation normale que tu as sur le marché actuellement, voici tes marges, voici de quoi tu es dépendant, voici les risques aussi que tu peux avoir et le scénario pessimiste si jamais tu viens à ne pas te développer comme tu le souhaites, et que Mama Shelter arrive avec une valorisation qui en l'état était de 40% à 50% de plus qu'une valorisation traditionnelle. La cible a tout intérêt à bénéficier de cette synergie. Impossible. Après, ce sont uniquement des discussions plutôt entre personnes détenant la société pour savoir si elles vont vouloir lâcher du contrôle. Et ça, c'est vrai que c'est plus une problématique personnelle qu'une thématique business. Hein. Mais en l'état, c'est vrai que je pense que tout bon entrepreneur doit prendre conscience qu'il a plutôt intérêt à lâcher des parts de son entreprise s'il veut continuer sur une croissance pérenne et surtout avec un matelas financier suffisamment épais derrière pour pouvoir assurer en cas de coup dur et aussi pour pouvoir anticiper 2 à 3 ans en avant. Alors, on me dit souvent justement qu'au-delà de ces aspects financiers, une acquisition d'une entreprise par une autre, c'est avant tout une aventure humaine. C'est comment tu crées un match de culture, comment tu embarques les équipes de la cible dans l'entité consolidée. Toi qui as vécu ces phases-là en étant en plus des deux côtés, c'est quoi le retour d'expérience que tu en as? C'est quoi les facteurs clés de succès, les erreurs à ne pas faire là-dessus? Écoute, pour être honnête, je pense que le facteur clé, comme tu l'as dit, c'est le facteur humain. Le facteur humain, faire accepter déjà le changement au niveau des personnes qui sont en place, parce que forcément, quand tout le monde est dans sa dynamique, tout le monde se complaît un petit peu aussi dans son confort et dans son scope déterminé. Se dire qu'on va restructurer l'entreprise, même si cela vient souvent avec beaucoup de volonté, c'est quand même assez dur à accepter, surtout au niveau de la société cible, au niveau de la société de la société qui va faire l'acquisition. En général, ça ne change pas grand-chose. C'est juste, OK, je te donne des équipes pour arriver à te structurer, tu changes le scope à droite et à gauche, et clairement, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau humain. En revanche, pour la cible, surtout au niveau du deal, je pense que ce qui pourrait être un vrai deal breaker, c'est la mentalité, le mindset des dirigeants, des C-level, des executives qui ne voudraient pas adopter on va dire le mouvement global initié par la société qui rachète. Ce qui est logique. Enfin, dans le cas de Terre de Café, tu disais qu'il faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires au moment de la transaction. Exactement. Mama Shelter était, j'imagine, beaucoup plus gros déjà à l'époque. Bien sûr. C'est pas la même aventure en fait. Il y a des gens qui rejoignent Terre de Café parce que small is beautiful et que voilà. Comment tu arrives à embarquer tout le monde et est-ce qu'il faut chercher à tout prix à embarquer tout le monde ou est-ce qu'il faut accepter qu'en fait
certains doivent partir en fait. C'est une bonne question. Au final, c'est assez personnel, je pense, comme question, parce que il faut se mettre à la place du dirigeant qui était et le fondateur de Terre de Café, qui lui venait déjà d'un monde qui était plus celui du cinéma, donc Christophe Servel. Il s'est lancé dans cette aventure un peu par passion, et puis il a vu qu'il y avait un engouement autour du produit qui était le café, un petit peu comme on l'a avec le vin, comme on l'a eu avec le vin en tout cas à cette même époque. Et, et il voulait absolument que toutes les personnes qui faisaient partie du projet Terre de Café puissent intégrer le projet de rachat. Ok. Pourquoi? Parce que forcément, c'était une petite aventure, une aventure à taille humaine. Je me mets dans une autre optique parce que je l'ai vu, on l'a vu maintenant chez Iter Advisors. On reviendra un petit peu sur ces phases de transaction service ici. Euh, c'est c'est complètement différent quand on est une entreprise d'une centaine de personnes sur lequel tu n'hésites pas à laisser des personnes sur le carreau si tu sais que ça va être un deal breaker. Si l'objectif c'est d'aller de Oui. l'avant ensemble, on sait très bien que ceux qui suivent pas le mouvement vont être laissés de côté, mais ça fait partie, c'est normal Oui. dans un sens. Ouais. C'est clairement normal. Ouais, et puis j'imagine aussi que, comme tu dis, c'est un peu du cas par cas et ça dépend aussi du type de deal qui est fait et de la promesse qui est faite à la cible, notamment en termes de niveau d'autonomie laissé une fois l'intégration faite. Aussi, ouais. Bon, là, après, on peut rentrer sur plein de schémas particuliers. Il y a quand même des scénarios assez classiques. En général, on va essayer d'acquérir l'intégrité de l'entreprise, vérifier si la synergie colle bien avec le projet de base. Le marketing doit fonctionner de la même manière que la société qui rachète, le département commercial également. Et si jamais on doit se séparer bout à bout de certaines composantes de l'équipe qui a été de l'équipe cible, ça fait partie de la stratégie d'acquisition. Ouais. Ça, l'acquéreur le sait pertinemment et a déjà anticipé 2-3 ans en avance sur différents scénarios possibles en se disant soit l'intégration fonctionne à 100%, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde reste à son poste et on continue à croître de la manière prévue initialement sur le papier au moment du deal. Soit on a déjà anticipé que 50% des effectifs allaient partir, mais c'est pas grave parce qu'on a la capacité suffisante pour pouvoir mettre les bonnes personnes en place pour suivre le projet. Ok. Ouais. Je reviens sur un sujet plus financier pour boucler ce sujet acquisition, acquisition que vous faisiez chez Mama Shelter. Comment tu finances des acquisitions? Alors, côté Mama Shelter, c'était de l'autofinancement. C'était de la réserve de trésor qui était placée. Donc, on n'a pas eu besoin à recourir à de la dette, pour financer la stratégie d'acquisition. Ce qui est une chance. Oui. Donc, on diminue le coût d'acquisition. Là, à l'époque, on avait vraiment une enveloppe de cash à dépenser. Ouais. Et l'objectif était de réaliser 2 à 3 acquisitions sur l'année. Ok. Voilà. Pour la petite histoire, en réalité, une seule acquisition a été faite sur la première année, c'était celle de Terre de Café, parce que je t'avais dit, la valorisation en fait, proposée était relativement supérieure à ce qui était anticipé sur le papier. Néanmoins, on était relativement confort au niveau de la trésorerie. Ouais. Et le deal, forcément, incluait qu'il y avait un earn-out qui était également réalisé par les fondateurs de Terre de Café. Un earn-out, c'est un objectif sur le BP. Exactement, à réaliser. On ne paye pas 100% du prix au moment de l'acquisition, mais on paye un complément de prix. Un complément de prix a posteriori. Ouais, qui est basé sur... qui était basé sur les objectifs de performance commerciale en l'état. Donc de chiffre d'affaires. Si tu atteins tel chiffre d'affaires ou tel chiffre d'affaires, on te verse tel ou tel complément sur la vente de Terre de Café. Exactement. Et comme le concept était relativement facilement exportable, tu pouvais répliquer le système des shops, des concept stores avec les baristas. Déjà, on va dire le centre le proof of concept de Terre de Café était localisé à Paris. À Paris, dans tous les endroits un petit peu hype du moment, donc le Marais, Batignolles notamment. Et ce concept s'est facilement exporté à l'international. En Turquie, à San Francisco, à Los Angeles également. Donc c'était vraiment limite du plug and play, puisque tout le concept était designé pour être répliqué ultra facilement. Il avait été question pendant un moment de franchiser Terre de Café pour pouvoir faciliter également l'ouverture de shop.
Le concept a été abandonné pour des questions de coûts, des questions de logistique. Mais clairement, ça faisait partie de la thèse d'investissement. Et c'était déjà prévu dans l'enveloppe de financement de Mama Shelter à l'époque. Ouais, ok. Voilà. Ok. Je reviens sur le sujet du financement des acquisitions, parce que je pense que, comme tu l'as dit, chez Mama Shelter, vous aviez la chance d'avoir du cash à déployer et à consacrer à ça, ce qui est le cas, j'imagine, de d'autres boîtes. Ceci dit, je veux démystifier aussi le sujet, que si tu veux acheter une boîte, je sais pas, disons 5 ou 10 millions, enfin, à une valorisation de 5 ou 10 millions d'euros, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir 5 ou 10 millions d'euros à claquer en trésorerie. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que financer une acquisition, ça peut se faire soit en cash, soit en action. Et ça peut d'ailleurs être un mix des deux. Alors en action, pour ceux qui ne voient pas forcément le mécanisme et comment ça marche, c'est tout simplement un échange d'actions. C'est-à-dire que là, si je reprends l'exemple de Mama Shelter, Mama Shelter aurait échangé des actions Mama Shelter qui valent évidemment plus à Terre de Café pour diminuer l'enveloppe donc aux actionnaires de Terre de Café qui en fait auraient cédé l'ensemble de leur capital. Exactement. Et seraient devenus actionnaire de Mama Shelter. Tout à fait. Donc, dans un cas comme ça, évidemment, il faut aussi croire, quand tu es vendeur, dans l'histoire et la promesse de ton vendeur, de ton acheteur, puisque derrière, tu vas forcément être dépendant de sa performance pour valoriser ta propre sortie. Et donc, ça peut être un moyen de diminuer l'enveloppe de cash à sortir. Et puis, comme tu le sous-entendais, quand bien même tu maintiens une enveloppe de cash, en général, si la société génère déjà du chiffre d'affaires et surtout si elle est déjà profitable, la société cible, tu peux financer une partie de l'acquisition en dette. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est le mécanisme de prédilection, il me semble, sans être un spécialiste des opérations de M&A, puisque après, je suis vite parti sur la direction financière pure. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est le mécanisme le plus utilisé pour éviter d'avoir un effet cash. Ouais, complètement. Un effet cash, en fait, complètement disproportionné et lâcher 5 millions pour une acquisition immédiatement, même si c'est conditionné à des conditions de libération sur plusieurs années, quoi. Complètement. Et puis, il y a un autre effet, au-delà du pur impact sur ton bilan, qui est comment je garde les fondateurs, les fondateurs de la cible dans la barque. Parce qu'en fait, si je leur donne 10 millions cash à T égale 0, ils vont partir sur une plage et arrêter de bosser. Alors que, en fait, si je leur donne des actions de l'entité consolidée acheteuse, ils vont avoir envie de se défoncer pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. Tout à fait. Un mécanisme d'incentive assez classique, comme on le fait d'ailleurs avec les salariés, avec le mécanisme en France de BSPCE, BSAR. On est sur le même principe avec les fondateurs d'entreprises qui souhaitent bénéficier d'une opération de rachat de leur propre société. Complètement. Non, écoute, super intéressant en tout cas de creuser ce sujet. J'ai envie de passer au deuxième sujet que j'avais identifié, qui était donc ton expérience quand tu es passé côté Terre de Café. Donc, tu as été embauché en tant que DAF directement, c'est ça? Exactement. Avec la mission de construire la direction administrative et financière. Donc, concrètement, c'était quoi ta mission? C'est quoi l'objectif derrière tout ça pour les dirigeants? L'objectif est quand même assez transparent quand on a une société comme Mama Shelter qui voit que dans la société cible, il n'y a aucun contrôle sur la finance de la société. Mama voulait absolument avoir un droit de regard également sur les chiffres. Donc, tu étais un peu l'émissaire. J'étais un petit peu l'émissaire, exactement, celui qu'on place chez Mama. Et ça a d'ailleurs été une des contraintes techniques que j'ai eues et aussi une contrainte humaine. C'est que quand je suis arrivé dans l'entreprise, forcément, l'intégralité des salariés m'a vu comme une personne envoyée par Mama. Donc, un petit peu, pas l'ennemi à abattre, si tu veux, mais la personne qui pouvait potentiellement rapporter tout ce qui se faisait de bon ou de mauvais au sein du groupe. Et en réalité, il n'y avait absolument aucun département finance, aucun contrôle sur les process. Il y avait une comptabilité qui était externalisée, une gestion des papiers qui se faisait à l'ancienne, donc le classeur de factures que une fois par mois, une personne amenait à l'expert comptable pour qu'il puisse faire les déclarations
les déclarations de TVA. Donc là, on Et- était en quelle année à peu près, Et rappelle-nous écoute, on était en 2016. Ok. On était en 2016 à l'époque. Hein. Et puis le groupe Mama, qui déjà était beaucoup plus processisé, beaucoup plus déjà, il commençait à être digitalisé. Et forcément, quand tu arrives dans ce genre de société, essayer d'induire une notion de changement, une notion de contrôle de gestion aussi, parce que ça fait partie de la composante, même si j'aime pas trop le mot non plus contrôle de gestion, parce que forcément, qui dit contrôle de gestion dit qu'il y a un process qui va pas bien, donc qui dit qu'on doit absolument trouver une solution pour y pallier. Mais c'était clairement un des premiers piliers à mettre en place au sein de cette société. On est sur une logique d'achat, raffinement du café et revente. Ouais. Donc on achète le café dans différents pays, les classiques, la Colombie, la Bolivie, et puis après l'Afrique, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et il y a des coûts qui sont relativement élevés, qu'il faut surveiller. Forcément, à l'époque, c'était plutôt à l'opportunité, pas d'effet volume. J'ai besoin de faire 100 kilos de café, je vais l'acheter directement au Kenya sans penser à l'après. C'est j'ai besoin de faire un achat pour 3 mois, mais par contre, sur 3 ans, est-ce qu'on s'engage sur des volumes pour bénéficier également d'une diminution du prix? C'était pas du tout dans la mentalité à l'époque. Ouais. Donc déjà, arriver dans ce genre de structure, c'est s'asseoir, comprendre le business model, outre le compte de résultats comptable qu'on avait à l'époque, et c'est se dire, ben voilà, quelles sont nos marges par shop sur le segment café, retail, B2C, et quelle est notre marge sur le retail B2B, parce qu'ils avaient quand même un portefeuille de clients relativement conséquent et des clients de prestige. Ouais. Et ça, à l'époque, c'était pas quelque chose qu'ils arrivaient à traquer. Donc déjà, s'asseoir, mettre en place un reporting fiable, analytique, commenter mensuellement l'impact que ça a sur le cash et un prévisionnel, c'est quelque chose qui m'a mis à moi tout seul 4 à 5 mois à peu près pour sortir, que je trouve relativement raisonnable compte tenu de la difficulté qu'il y avait à l'époque d'arriver dans cet environnement. Et après, c'était simplement, je pense, le travail d'un DAF au quotidien, c'est mettre en place des process qui font que ce genre de reporting, on ne le sort pas tous les 3 mois pour la déclaration de TVA qui était trimestrialisée à l'époque, mais de le sortir tous les mois, de le commenter tous les mois et de prendre des décisions, des mesures, des actions concrètes, aller voir le responsable des achats et lui dire tu achètes trop cher. Clairement, comment on fait pour tirer vers le bas les prix d'achat, se mettre en contact avec les centrales d'achat de café ou les petits producteurs et arriver à tirer vers le bas pour arriver à savoir quelle va être la marge finale qu'on veut atteindre et l'impact que ça va avoir sur ma rentabilité. Donc déjà, le volet pur reporting, je pense que ça a été la pièce maîtresse à réaliser pour montrer qu'il y avait un effet à l'intégration d'un DAF dans cette boîte. Parce qu'arriver intégrer un DAF et qu'il n'y ait pas de reporting et uniquement s'axer sur le côté process, vérifier comment ça fonctionne dans les stocks, les process d'inventaire de stock qu'il n'y avait pas à l'époque, par exemple, c'est bien, mais il n'y a pas d'effet visible, il n'y a pas d'effet waouh non plus au niveau de la direction. Et après, essentiellement, une fois toute la partie reporting faite, il y avait tout le volet humain. Et ça, le volet humain, c'est ce que tout DAF redoute un petit peu, je pense. Je pense que tu as dû le voir avec toutes les interviews que tu as menées. Je confirme, C'est le volet sur lequel le DAF assez classique, et moi j'ai été ce DAF assez classique, on a un fonctionnement relativement binaire. C'est du 0, c'est du 1. Si ça va, on continue comme ça. Si ça va pas, on cherche pas à savoir. On manage pas de l'humain à la base. Sauf au sein de notre propre équipe. Donc arriver à mettre en place également des process HR, ça c'est quelque chose d'assez challengeant. Le fait de devoir segmenter déjà tous les départements, dire qui reporte à qui, la gestion des congés payés, la gestion des notes de frais, c'est pas quelque chose de naturel non plus pour les personnes qui y font face. Donc le DAF doit mettre en place absolument des process pour que tout soit automatisé et que ça soit même pas une discussion, si ce n'est plutôt un process sur lequel on soumet sa note de frais, elle est approuvée, elle est remboursée à la fin sur la fiche de paye, et c'est pas je viens frapper à la porte du dirigeant en disant tu comprends, j'ai fait un peu plus de notes de frais ce mois-ci, est-ce que tu peux me les rembourser sans contrôle du ticket de la note de frais? Ça induit, on va dire, ça induit de la discussion qui n'a pas lieu d'être dans l'entreprise. Donc, la mise en place de process permet de combler et de pallier à ça. Ok.
On va parler d'Iter Advisors juste après. Génial. En spoiler, donc vous accompagnez des boîtes qui font entre 1 et jusqu'à une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près. Donc c'est pile le segment dans lequel vous étiez chez Terre de Café. Ouais. A posteriori, Ouais. est-ce que la mission que tu as remplie chez Terre de Café en tant que DAF interne aurait pu être faite par un DAF externe? Alors, oui, en étant bien optimisé, oui, clairement. Et je sais qu'avec le recul, forcément, j'aurais fait les choses totalement différemment. Mais vraiment totalement différemment. Déjà, j'aurais imposé de venir avec un finance controller ou quelqu'un qui puisse se débarrasser en fait de toutes les petites tâches opérationnelles, chronophages et à faible valeur ajoutée et qui m'aurait permis à l'époque de pouvoir me consacrer uniquement à la partie stratégique. Parce que ça, c'est un des gros problèmes, je pense, que toutes les sociétés ont, surtout avec un DAF qui soit interne ou externe. C'est clairement le temps passé à devoir gérer tout le bruit et toute la friction qu'il y a, que ce soit au niveau administratif, comptable, fiscal, financier, même au niveau process bancaire, et la partie qui a réellement du sens, qui est le jus de cerveau, qui est se poser, de regarder les chiffres, de voir les pistes d'amélioration et de vraiment avoir le temps de se dire OK, j'ai un état de mes comptes, j'ai un état financier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Quelles actions on prend maintenant? Et quels effets ça va avoir plus tard, dans 1, 2, 3 ans? Et ça, c'est déjà, je sais qu'à l'époque, je m'étais fait cette réflexion-là, mais je n'étais pas encore rentré dans ce process de réflexion d'externe-interne. Puis déjà, ce n'était pas tendance, l'externalisation. Ça n'existait pas trop à l'époque, je pense. Je ne sais pas si ça n'existait pas, mais en tout cas, c'était pas aussi mainstream que maintenant. Maintenant, tout le monde veut être CFO à temps partagé ou prof de yoga ou coach sur LinkedIn. Je pense que c'est assez évident, en tout cas pour tous ceux qui ont LinkedIn, de voir qu'il y a cette tendance à l'externalisation qui est beaucoup plus facilement acceptée. Mais pour revenir au sujet, oui, je pense qu'un DAF externe aurait clairement pu absorber ce genre de mission, et c'est exactement ce qu'on fait chez Iter Advisor. Cette cible-là, même si c'est de l'industriel et que là, on a beaucoup plus vocation à traiter des entreprises tech parce qu'on a une forte connaissance au niveau des outils. À l'époque, il n'y avait pas d'outils, mais néanmoins, un temps de travail bien optimisé. J'aurais dit 2 jours, peut-être 3 jours par semaine sur une phase de onboarding sur 2-3 mois, puis une phase de run à base de 1 jour par semaine. Sincèrement, ça aurait fait le travail. Je me tire peut-être une balle dans le pied en disant ça à l'époque, mais c'est une réalité. Pour ce genre de cible, ce genre de PME, l'entreprise n'a pas besoin d'avoir un DAF qui coûte cher pour faire ce genre de scope de service. Ok, et ça nous fait une bonne intro bonne transition pour parler d'Iter Advisors, donc le cabinet que tu as fondé avec Guillaume. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Un peu plus de 4 ans. Donc il y a 4 ans, vous accompagnez, on a dit, des startups, des PME qui font de 1 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Exact. Et vous couvrez tout le scope DAF. On couvre tout le scope de la DAF, ouais. Et c'est-à-dire, on va pouvoir couvrir. Alors, pour revenir un petit peu à notre cible, donc entreprise tech, entreprise qui connaît déjà le format d'externalisation, ils peuvent outsourcer les sales, la partie marketing, par exemple, le temps de mettre en place les process. Et après, s'ils ont la capacité financière suffisante, ils vont pouvoir commencer à réfléchir à l'internalisation. Nous, on va arriver avec une proposition de valeur qui n'est pas de placer un DAF avec plus de 10 ans d'expérience, de seniorité dans l'entreprise, si ce n'est arriver avec un DAF et un finance analyst. Ce que je disais tout à l'heure est valable ici, c'est que le finance analyst va s'occuper de tout ce qui est scrapping de data, tout ce qui est mise en place des reporting, tout ce qui est process, tout ce qui est relation avec la comptabilité. Il peut même passer des écritures comptables. Maintenant, en plus, c'est assez facilité par des outils comme Pennylane. Donc le financial analyst, c'est quoi le profil type que vous allez proposer ça va être chez vous? Écoute, ça peut être soit un finance controller qui doit avoir 4-5 ans d'expérience, mais qui a une forte appétence pour la tech, qui connaît déjà les outils que vont utiliser nos clients, et pas uniquement sur la partie ERP ou comptable.
mais aussi sur la partie CRM. Il connaît du HubSpot, il connaît du Salesforce, il connaît du Celsi, il connaît tous les outils qu'utilise notre cible de clients. Peut-être pas tous, mais en tout cas, une majorité, il voit comment ça fonctionne. La même chose sur la partie HR, potentiellement. Payfit, Factorial, arriver à monitorer une paye sans être un gestionnaire de paye dédié. Et quelqu'un qui a déjà de fortes connaissances sur la comptabilité. C'est pas obligatoire, parce que clairement, on n'est pas des comptables. On n'est pas des comptables parce que on sait passer des écritures comptables, mais on ne va pas gérer la comptabilité intégrale d'une société. Mais néanmoins, il faut que cette personne-là puisse arriver à comprendre le mécanisme pour pouvoir, notamment, imagine, tu as un expert comptable sur un dossier spécifique qui met du temps à te délivrer le closing du mois. Nous, ce qu'on va faire, on va passer toutes les écritures de provision pour arriver à avoir une situation sur le mois d'après. Entre J+1 et J+5, normalement, on est censé procéder à un closing comptable. Voilà, donc nous, ce qu'on propose chez ITER, parce que c'était ta question initiale, c'est on propose d'avoir un CFO et un finance analyst qui agissent comme une business unit. Le CFO, lui, va vraiment être sur la partie pure stratégie. Il va faire l'interprétation des chiffres, l'anticipation de scénarios, toute la partie qui va être vraiment corporate advisory et la relation avec les dirigeants. La relation bras droit dirigeant, c'est le CFO qui s'en occupe. Et c'est d'ailleurs uniquement ce que devrait faire un CFO dans un monde parfait. Il devrait même pas ouvrir un Excel et faire des formules. Il devrait simplement avoir les rapports, les métriques, les chiffres, s'asseoir et prendre des décisions conjointement avec les dirigeants de l'entreprise. Dans la réalité, compliqué à... Dans la réalité, c'est évidemment compliqué à gérer. Parce que... Enfin, en tout cas, sur des boîtes, évidemment, le CFO d'une boîte CAC 40 va pas avoir de difficulté à se mettre dans cette posture, mais le CFO d'une PME qui est parfois la seule personne ou quasi de son équipe finance, il va mettre un peu les mains dedans. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une discussion postérieure, mais je pense que l'avènement de la tech pour les CFO, c'est d'ailleurs un sujet qui me passionne. Je regarde côté États-Unis parce qu'ils ont 10 ans d'avance déjà sur l'externalisation du CFO, mais également sur la CFO tech qui est en train de se créer. Je pense que vous, chez Figure, vous en faites partie. Vous n'êtes pas uniquement une solution qui s'adresse à des dirigeants d'entreprise, mais aussi à des CFO pour leur faciliter le travail. Mais c'est vrai que l'avènement de la technologie qui est proposée pour les CFO pour prendre de meilleures décisions permet également de mettre une sorte de pilotage automatique. Alors pour l'instant, c'est plus un semi-pilotage automatique, mais le but, c'est qu'il y ait une automatisation globale des flux d'entreprise qui se fasse et qui permet vraiment au CFO de se déléguer du temps pour pouvoir s'asseoir et avoir des dashboards, du tableau de monitoring en live ou à minima une fois par mois et qui lui permettent de vraiment prendre des décisions et pas de se dire il me manque 100 factures pour arriver à faire un closing qui est propre. C'est la lie je pense, de la fonction finance. Complètement, et je pense que tu as totalement raison dans ton analyse, dans le sens où les États-Unis, peut-être les pays anglo-saxons en général, enfin, surtout les États-Unis, ont une dizaine d'années d'avance sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a eu l'avènement, si je refais un peu l'historique avec mon prisme fintech, des logiciels de comptabilité, pré-comptabilité en mode SaaS, type QuickBooks, Sage et Xero, qui couvrent là-bas 80-90% du marché TPE-PME et qui derrière ont servi de socle à toute une stack d'outils dont Figure pourrait faire partie si on était américain. Donc évidemment cash management, spend management, supplier management, paiement, etc. Et donc en fait, c'est super intéressant de voir que ces trois solutions, Sage, Xero et QuickBooks, en SaaS, se sont construits comme des écosystèmes. C'est des marketplaces, en fait, où il y a plein d'applications qui vont pouvoir se connecter, s'intégrer. Et en fait, en Europe, on est en train de construire cet écosystème, nous, avec Figure et avec plein d'autres acteurs. Alors, évidemment, il y a les fers de lance, je pense, qui sont les Conto, Pennyline, qui en fait prennent ce rôle qu'ont eu les QuickBooks et équivalents, dans le sens où ils centralisent l'essentiel des flux, c'est-à-dire la comptabilité. Maintenant, la banque aussi. Et derrière, il y a plein de services qui vont pouvoir émerger en intégration directe avec tous ces gens-là. Et j'en parle parce que effectivement, Figure en fait complètement partie. Je pense que les entreprises européennes ont énormément de mérite d'essayer de répliquer ce qui se fait aux États-Unis parce qu'avec
la contrainte fiscale et économique qu'on a. Clairement, tu regardes un plan comptable en US GAAP côté US. Alors moi, je gérais une boîte en San Francisco, justement, et la comptabilité était en quasi-pilotage automatique sur QuickBooks et il y avait des flux. Il y avait beaucoup de flux. Mais clairement, le closing comptable me prenait peut-être une demi-journée. Ouais. Voilà. Ici, sur les boîtes européennes, sur 2 boîtes européennes, ça mettait entre 5 et 6 jours et ça nécessitait l'intervention de 4 à 6 personnes. Ouais. Et ça, je pense que les technologies américaines commencent sont déjà bien présentes ici avec des acteurs, comme tu l'as dit, comme Penny Lane et autres. Je pense que c'est quand même un vrai tour de force qui a été réalisé pour arriver à proposer une interface, toute la partie UI, UX qui soit vraiment intéressante pour tout type de user, que ce soit le CFO, mais que ce soit aussi le dirigeant d'entreprise. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que QuickBooks, qui je pense n'est plus à présenter, qui est le logiciel de référence, je pense, à l'échelle mondiale sur le sujet, développé par Intuit, qui doit être valorisé 150 ou 200 milliards. Ils ont essayé de venir en France. Ouais, bien sûr. Et ils n'ont pas réussi exactement pour les raisons que tu évoques. Et pourtant, ils sont bons, ils y ont mis quelques dizaines de millions pour tenter de percer et ça n'a jamais été suffisamment satisfaisant. Et parce que je pense qu'ils n'ont pas suffisamment réussi à adapter leur modèle qui fonctionnait très bien dans les pays anglo-saxons aux spécificités de l'Europe continentale avec les spécificités comptables et aussi le rôle prépondérant de l'expert comptable. En tout cas, là, je parle pour la France. Je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais je sais que ça a été une énorme barrière à l'entrée qu'ils n'ont pas réussi à passer. Et c'est là que Penny Lane, aujourd'hui, typiquement, fait la différence, je pense. Et pourtant, il y a quand même la... QuickBooks, je me souviens parce que je me souviens de l'histoire. On a essayé d'intégrer QuickBooks sur une entité espagnole au début de la création d'ITER. Et clairement, ça a été un échec cuisant à cause du module fiscalité. Et moi, la première objection que j'avais eue aux intégrateurs de QuickBooks, c'était de leur dire votre système a quand même été basé sur la sales tax aux États-Unis, qui est quand même un équivalent de la TVA ici en Europe. Et pourtant, malgré ça, QuickBooks a été incapable de pénétrer le marché européen et a fait marche arrière pour rester sur les États-Unis et les systèmes anglo-saxons en général. Ouais. Je suis complètement d'accord. Est-ce que tu vois des usages, puisqu'on parle d'outils, de digital, tu vois déjà des usages de l'intelligence artificielle dans votre métier de DAF chez ITER Advisor? Écoute, je pense que, en toute modestie, je pense qu'on en est encore au balbutiement de l'utilisation de l'AI pour le métier de la DAF. Parce que pour l'instant, mais je pense que c'est le cas pour l'intégralité des métiers ici, outre toute la partie pure data analyst, data scientist, par exemple, qui vont avoir une utilisation de l'intelligence artificielle peut-être beaucoup plus poussée. Mais au niveau de la DAF, à part commencer à pré-mâcher du reporting, arriver à créer des templates pour arriver à sortir des modèles de présentation de chiffres, des plaquettes, tout ce que tu veux, de manière relativement simplifiée, c'est plus du confort qu'on apporte au calendrier du DAF plutôt que de la réelle valeur ajoutée. Quand on va commencer à rentrer sur de l'AI pour faire de l'interprétation de data, du prédictif qui à l'époque était réservé quand même à certaines solutions relativement chères, je te parle de Tableau, du Microsoft Dynamics par exemple, qui ont proposé ces outils prédictifs avant tout le monde il y a 5-6 ans déjà, avec des modèles relativement puissants. Je pense que quand on rentrera dans un système un petit peu mainstream qui va permettre de pré-mâcher des analyses et d'anticiper certains scénarios d'avenir uniquement sur base de request, c'est quelque chose qui va vraiment aider la fonction DAF. Que pour l'instant, à part faire de la cosmétique, faire du charting et de l'analyse assez simpliste, je pense que le gros piège que nous, on essaie d'anticiper chez ITER et qu'on dit aux équipes, c'est ne vous fiez pas à toutes les interprétations qui sont données par la machine. N'oubliez pas qu'il y a un contexte derrière. Et le contexte, justement, on en parlait au début, c'est aussi le gut feeling et la connaissance du business. Si tu donnes uniquement après mâcher, je prends un exemple, tu vas donner un closing mensuel et tu veux lui dire compare-le-moi avec le closing d'avant, mais que tu ne prends pas en compte tout ce qui s'est passé au niveau des faits significatifs de la boîte, tu vas sortir une analyse pré-mâchée, tu vas la balancer sur un report, tu vas t'arrêter là.
tu vas essayer d'apporter un petit peu de contexte, mais peut-être que tu t'es planté réellement sur l'analyse que tu apportais initialement en faisant pré-mâcher l'AI dessus. Non, je pense que de plus en plus, on va commencer à voir émerger des vrais, du vrai scénario prédictif par l'intelligence artificielle que seuls les corporates ont la capacité de créer. Ouais. Parce qu'ils ont des équipes de mecs, notamment FP&A par exemple. Le FP&A, j'adore la modélisation financière, Ouais. mais je sais que c'est quelque chose qui nécessiterait beaucoup plus de temps et d'implication pour être Ouais. un vrai crack sur cette partie-là. Et pourtant, moi, je pense que c'est quand même une des professions qui va avoir tendance à disparaître parce que l'AI sera capable de répondre aux problématiques des entreprises dans la partie projection de manière beaucoup plus forte par des modèles portés par les LLM, quoi. Ouais. Donc, en ce sens, pour la CFO actuellement, je vois pas encore les vraies modalités d'application qui pourraient être un vrai game changer pour le CFO. Ok. J'ai peut-être encore un scope peut-être un petit peu réduit parce que on n'a pas eu le temps de se pencher à fond sur le sujet. Non, moi, je t'avoue que c'est la réponse un peu classique que j'ai sur l'ensemble des CFO à qui j'ai posé la question. C'est on commence à voir des choses intéressantes, mais on en est encore au début parce que à la fois nous-mêmes humains, on n'est pas suffisamment matures sur notre réflexion sur les cas d'usage, Clairement. qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis la technologie elle-même, même si on voit des trucs super bluffants, tout ça, on en est encore qu'au début. Et je pense, moi, de ce point de vue-là, il y a un gros sujet qui est en fait quelles données tu donnes à injectes. manger à Exactement. l'IA. Parce qu'en fait, si c'est simplement tu lui balances un tableau, un bilan comptable, une liasse, peu importe quoi, et que tu lui dis vas-y, interprète-moi les données, rédige-moi un rapport pour les actionnaires ou le dirigeant, en fait, oui, ça va être générique, ça va être nul parce qu'il n'a pas de contexte. Mais en fait, le jour où tu arrives à brancher toutes les infos qui peuvent venir, je vais dire n'importe quoi, du CRM, du logiciel de facturation, de la compta, de tout, en fait, tous les systèmes d'information qui, en fait, donnent autant d'informations que l'humain qui auparavant faisait cette interprétation. Tu vas donner ça à l'IA, bah forcément, l'IA, à la fin, elle est meilleure que nous en termes de cerveau pur. Mais là où on est aujourd'hui encore meilleur qu'elle, c'est que dans les prompts qu'on lui envoie, même si on fait des efforts, on lui envoie jamais toute l'information qu'on a. Donc ça, le gros du progrès va venir de là, je pense. Non, je suis entièrement d'accord. Mais tu as entièrement de raison de dire que le gros progrès va venir du traitement de la data et des différentes sources de data, mais c'est le quotidien de la direction financière. C'est le quotidien de la fonction finance en général. C'est d'arriver à ne pas se fier uniquement à la data comptable, mais de la faire challenger par tous les autres outils qui y gravitent. Ouais. Je dis le CRM, la partie paye, la partie marketing. La finance doit rester un point central et comment on va dire, la consolidation de toutes les données de l'entreprise qui va être rendue sous un format un petit peu digeste et qui va permettre la prise de décision. Si on a tous les connecteurs possibles, des intégrations API partout et que tous les systèmes soient ouverts et peuvent être on va dire, je ne vais pas utiliser le mot ponctionné, bon, on va l'effacer celui-là, mais pompé par l'IA qui va venir récupérer toute cette data, la crafter dans un data warehouse et qui va permettre après de créer tous les modèles financiers qu'on veut. Là, ça va commencer à être intéressant. Là, on va rentrer dans une vraie dynamique sur laquelle on n'a pas besoin d'avoir des temps d'intégration de un jour à plusieurs mois pour arriver à se plugger sur une solution spécifique, mais on va faire remonter toute la data directement sans avoir besoin de passer non plus par des intégrateurs. Là, ça va être un game changer. J'ai hâte de voir ça. Également, clairement. Sébastien, pour terminer l'échange, tout simplement, j'ai envie de parler de votre projet chez ITER. Donc, ça fait 4 ans que vous l'avez lancé avec tes associés Guillaume et Benjamin. Vous avez déjà un certain nombre de clients, vous avez une belle équipe. C'est quoi la vision pour la suite ? Écoute, on en est qu'au début d'ITER. On en est qu'au début d'ITER parce que si on en revient au début, avec Benjamin, quand on s'est associé, on avait le choix. Soit on faisait de la direction financière, donc du CFO part-time chacun de notre côté,
soit on crée une entreprise dédiée pour arriver à porter notre concept qui était le travail en business unit. Maintenant, on a un peu plus de 60 clients récurrents. On en a traité un petit peu plus de 80 depuis la création d'ITER. Donc, si tu reprends les chiffres, hein, on a une lifetime au niveau de nos clients qui est relativement longue. Donc, les clients qui étaient là il y a 4 ans, une grosse majorité sont encore présents maintenant. Ce qui montre que, on a une qualité de travail qui est plutôt bien. Hein. Et deux, cela montre également qu'on a la possibilité de faire scaler ITER Advisors. On en est au début. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a fait ce proof of stack et qu'on a cette méthodologie de travail, on peut passer à la vitesse supérieure. On parlait des outils, notamment. Cet outil, c'est l'outil qu'on souhaiterait pour tous les CFO. C'est un process de réflexion qu'on a en interne avec Benjamin et avec une autre personne qui est data analyst chez nous. Et on est en train de penser à un outil intégré pour les CFO par les CFO. Ouais. Donc ça serait vraiment la prochaine étape plus ou moins long terme. Et sur une partie vision, la partie vision notamment stratégique, paradoxalement, alors on est basé à Barcelone, on a des beaux bureaux comme tu vois avec un studio de podcast relativement bien aménagé. Et paradoxalement, on est très peu présent sur le marché espagnol. Ok. On travaille avec, on va dire, on a 60% de clients français, 40% espagnol / international. Ok. Ce qui montre qu'ici en Espagne, on a un petit peu de concurrence. On a un groupe en particulier qui a pris toutes les entreprises, toutes les startups early stage, mais qui est basé à Madrid. Et nous, on aurait pour vocation à essayer de répliquer notre business model dans le reste de l'Espagne, dans des villes qui sont pour l'instant oubliées par on va dire l'accompagnement financier. Je pense notamment à Valence et Malaga, qui sont vraiment des hubs technologiques comme l'ont été Barcelone il y a une dizaine d'années et qui ont très peu de présence au niveau de l'accompagnement financier. Donc là, je pense qu'on n'a plus qu'à essayer de trouver une stratégie dans les prochains mois et aller targeter ces cibles-là parce qu'il y a beaucoup de belles startups espagnoles qui sont implantées dans ces villes et pas à Barcelone ou à Madrid comme ça a été le cas dans le passé. Ok. Bah, écoute, super projet, énorme potentiel de croissance, j'imagine. Donc, en tout cas, vous êtes en bon chemin, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Ouais, j'ai l'impression. Je pense qu'on a toutes les équipes chez ITER sont motivées. On a nos CFO, nos finance analysts et des échelons managers également. On a très peu de turnover en interne, ce qui est une chance et ça montre que clairement le projet porté est même intéressant pour eux. Plein de use cases différents, plein de verticales, de la blockchain, du SaaS, du e-commerce. Je pense que personne ne s'ennuie ici et a la faculté de passer d'un dossier à un autre en conservant une santé mentale intacte, on va dire. Trop bien. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tous ces sujets. Super content de la manière dont on a pu rentrer vraiment dans le concret de certains sujets. Ton expérience chez Mama Shelter, les sujets d'acquisition, terre de café, la création et le développement d'ITER. Donc, plein de très beaux sujets qui, j'en suis sûr, vont beaucoup intéresser nos auditeurs. Merci Sébastien. À bientôt. Merci.